aurez au moins à vous parler de l'abeille et les ressources écosystémiques. Et comme on l'a suffisamment bien dit, vous aurez au moins à vous demander où suis-je, mais je ne suis qu'un Africain, principalement en RDC, et je me retrouve à la partie est, précisément au Nord Kivu, que vous pouvez voir à couleur rouge sur cette carte, et spécialement à ville de Butembo. La ville de Butembo qui se présente votre écran et avec 4 communes, Volambakine, Mimoussousa et Boulenguera. Et tout à vous éviter aussi de venir découvrir la ville de Butembo. Et là, sans plus autant tarder, nous allons rappeler que l'abeille, c'est un nom prosaïque qui désigne plusieurs insectes d'ordre hyménoptère et qui appartient à diverses familles, notamment à des Apidae et des Andrenidae, et à d'autres familles que vous pouvez retrouver, comme on retrouve ici les Coletidae, les Alticidae et bien d'autres familles qui font partie des abeilles, comme on pouvait les appeler, et qu'en image, on peut facilement les découvrir. Parmi les espèces d'abeilles, nous avons compris qu'il y a plus d'espèces, mais les espèces Apis mellifera reste la plus célèbre et la plus répandue au monde grâce à son bon rendement en apiculture. Et celle-ci, elle est sociale, contrairement aux solitaires qu'on peut facilement retrouver ici et là. Et ici, ça se distingue par la production du miel et les sous-produits de la riche. Ok, c'est là qu'on avait déjà montré les espèces d'abeilles qu'on peut retrouver ici et là, tenant compte des régions. Et là, on a retrouvé les Apis dorsata, des Apis serena, des Florea, et bien d'autres gens que vous retrouverez dans des familles des abeilles. Mais nous avons reconnu que les abeilles mellifères restent vraiment les plus courageuses au vu de sa production en miel. Et c'est de là que nous avons directement sauté de parler au propos des ressources écosystémiques. Et que là, quand nous parlons de ressources écosystémiques, nous attendons tous les biens et les services que nous offrons, ou bien que nous offrent les écosystèmes et fournit à la société à qui il est nécessaire des fonctionnements. Et je ne sais pas si là, je me fais attendre parce que j'ai y retrouvé des échos encore, mais je me C'est parfait. répète que les ressources écosystémiques, les ressources écosystémiques, est-ce que ça marche? Ça marche Oui, très bien, on vous entend très bien. OK, je disais que les ressources écosystémiques, nous nous attendons au moins tous les biens et services que nous offrent les écosystèmes et aussi à fournir à la société et qui sont nécessaires pour son fonctionnement. Et là, nous avons montré au moins en image comment ça se comporte. Et là, nous avons au moins distingué ça au moins en 4 formes. Nous avons montré qu'il y a la fancette qu'on peut facilement prétendre que un écosystème en soi, que c'est un ensemble de biotopes qui n'est qu'un élément physique et chimique du milieu et de la biocénose, qui est notamment la faune et la flore et leurs relations, interactions dynamiques à travers le temps. Et c'est ce qu'on peut retrouver au niveau d'ici.
Et là, vous allez voir que nous pouvons voir les systèmes qui sont purement culturels et aussi des régulations et aussi d'approvisionnement. Et pour aussi ce que nous avons retrouvé ici, vous voyez qu'il y a plus d'éléments qu'on peut retrouver à valoriser. Dans la culture, on retrouve que les abeilles vont nous aider plus dans l'éducation environnementale. En religion, on retrouve que les abeilles nous facilitent plus d'autres aspects parce que si vous allez vous rappeler de l'histoire de l'abeille, vous aurez à retrouver qu'au Moyen-Âge, celles du Moyen-Âge n'avaient que considéré la reine comme Dieu lui-même, et les ouvriers comme la vie d'un saint, et la douceur du miel comme la douceur de la lecture des Saintes Écritures. Et c'est de là qu'on a retrouvé qu'en religion, on retrouve qu'il y a l'Église catholique et bien d'autres qui continuent à valoriser le bougie de Pâques et pour bien d'autres causes. Pour des loisirs, bon, vous allez au moins facilement découvrir que beaucoup de gens aiment aussi voir les abeilles, les amateurs de la matière, les amateurs du miel et autres. Mais les amis aussi de la nature, ils arrivent aussi à apprécier la façon d'organisation de ces secteurs. Au niveau de la régulation, là, on voit que vraiment c'est ce rôle de la pollinisation qui tient compte. Et on voit la réduction aussi des crues, des étiages qu'on ne pourra pas, au moins, je dirais, faire. On retrouve que vraiment les abeilles jouent un rôle important pour qu'à ce que nous puissions facilement nous retrouver dans un environnement sain. Pour l'approvisionnement, là, nous retrouvons que grâce aux abeilles, nous avons au moins de la nourriture en abondance. Et nous avons au moins, je dirais, que des plantes et voire même des gibiers qui vont bien se développer, qui pourront survivre grâce aux espèces d'arbres, des plantes qui ont été fécondées par les abeilles. Et vous aurez ainsi à retrouver des bois de chauffe, des fibres et bien d'autres vraiment services que les abeilles arrivent à nous fournir, sans que nous puissions arriver à autre chose. C'est de là que nous avons retrouvé que si on parlerait de l'échelle écosystémique, on retrouve que c'est au niveau global, les abeilles vraiment jouent un rôle important pour la survie de l'homme. Au niveau, voire même de régional et voire local, on retrouve que vraiment les abeilles contribuent énormément afin que les communautés locales puissent subvenir à leurs besoins, tant primaires que secondaires. C'est en cela que nous aurons au moins à nous dire que non, rappelons-nous encore que c'est qu'un écosystème qui n'est rien autre que l'ensemble des biotopes et les biocénoses nous avons au moins défini, que vous pouvez voir ici en image. Et là, nous l'avons dit biotope comme qui n'est que l'ensemble des êtres vivants et leurs relations, tandis que la biocénose, qui n'est rien autre que avec les milliers de vies auxquelles on se retrouve. C'est d'une manière simple qu'on pouvait définir l'écosystème. Donc, le concept écosystème, si on pouvait le dire, c'est vraiment le concept du service écosystémique est donc anthropocentré dans le cadre des visions de l'homme et où l'homme est séparé du reste du vivant, donc il reste aussi au centre de ces services. Et là, vous aurez retrouvé une image que l'homme est vraiment entièrement au centre et qu'il va pouvoir qu'il puisse permettre à décrire les avantages qu'offert par la biodiversité, la société, à la condition des êtres vivants, et qui aussi d'une manière durable qu'on pourra utiliser. Et ça qu'on puisse au moins, je dirais, que réserver un set d'état pour le jeu de questions-réponses. Nous allons directement au moins revenir que non, d'abord, les services écosystémiques sont parfois traduits à terme de monétaires. Et là, nous avons retrouvé beaucoup beaucoup d'articles qui ont montré combien de fois, si on pouvait valoriser
la pollinisation, ça allait coûter plus de 577 milliards de dollars. Et selon le rapport des Nations Unies en son organisation de l'alimentation et l'agriculture et autres que la FAO. Et là, nous avons retrouvé que vraiment le rôle écosystémique des abeilles est sous-estimable. Il ne peut pas être vraiment sous-estimé afin qu'en ce qu'on arrive au moins à préserver la vie des personnes, des animaux et des plantes. Et là, nous avons retrouvé que vraiment il y a de valeurs économiques d'une manière d'usage direct et aussi indirect qu'on peut facilement recueillir, d'autant qu'on se retrouve en face de tel ou tel autre. Et aussi des valeurs non usagées, vous retrouverez qu'il y en aurait beaucoup d'autres et que des valeurs qui vous pourront faciliter qu'à ce qu'on puisse arriver à saisir. Et là, on peut voir la dimension de la pollinisation. Et là, quand on peut facilement se retrouver en face de nos différentes plantes et que plus de recherches ont démontré que plus de 80% de nos plantes sont fécondées par les abeilles. Ça aussi exclure le rôle des autres pollinisateurs, dont le vent, les chauves-souris et bien d'autres insectes qui arrivent à contribuer. Les services écosystémiques, comme on pouvait le dire, donc les valeurs non usagées découlent d'une approche patrimoniale de la biodiversité, c'est-à-dire ça prend en compte les choix éthiques des générations actuelles vis-à-vis des besoins de régénération futures. Et là, les limites de la consommation des biens et les services fournis par la biodiversité pour permettre les générations futures à pouvoir y accéder. Donc aussi, c'est devient de notre devoir afin que nous puissions assurer et que nous puissions protéger cette biodiversité que nous avons, afin que les générations à venir puissent vraiment prendre en compte de ce que nous avons fait comme activité. Si on peut arriver à acheter, on a compris que vraiment les ressources directes que nous obtenons des abeilles et le miel et tous les dérivés, rien autre que les gelées royales, le pollen, ainsi que d'autres produits de la riche comme la cire d'abeille, du propolis, de venin d'abeille et bien d'autres services qu'on peut facilement retrouver à partir de l'apiculture. C'est de là que nous avons fini par la citation d'un notaire, on dirait qu'il est inconnu, mais on l'a souvent toujours confié au moins à Albert Einstein dans son ouvrage L'apiculture à travers les âges, où il a dit que si les abeilles disparaissaient sur la surface du globe, il ne resterait plus que 4 ans que l'homme pour vivre. Donc, car pas d'abeilles, pas de pollinisation, et pas de pollinisation, nous n'aurons pas de plantes, et pas de plantes, nous n'avons pas d'animaux, et pas d'animaux, nous n'aurons pas non plus l'homme. C'est en ce sens que nous tenons à dire merci pour votre attention nous accorder et vos questions et orientations pour nourrir cette discussion, afin que nous puissions atteindre la protection collective de nos pollinisateurs partout où on se retrouve. Ça pourra encore être parmi nos devoirs. Merci pour votre sympathique attention. Merci. Merci, Monsieur Michael Kakoulé, pour une présentation très, très intéressante. Comme je le disais tantôt, dans ce volet, dans cette session questions-réponses, il y a des questions, en fait, de la présentation de mardi 7 novembre qui n'ont pas pu être adressées. Et on aimerait pouvoir adresser ces questions-là avant que l'audience ne pose des questions sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous étiez là le mardi 7 et que vous avez posé une question qui n'a pas reçu une réponse, sentez-vous libre de lever votre main et d'ouvrir votre micro et de poser votre question. Il y a aussi eu beaucoup de questions dans le chat box qui n'ont pas été répondues. J'ai ces questions-là avec moi. Je ne vois pas de... OK.
Je ne vois pas de main en ce moment. Je vois une question dans le chat box, mais je vais d'abord lire les questions que j'ai, qui sont les questions, une question qui a été posée dans le chat box le mardi 7. C'est de la part de Monsieur Aganze Bouroumé. Il disait, je voulais comprendre le processus de fécondation chez les abeilles. Comment est-ce que ça se passe en fait? Bon, là, c'est moi qui ajoute. Il veut juste comprendre le processus de fécondation chez les abeilles. Oui, si on pouvait y aller au tic-tac, on pouvait facilement lui dire que la fécondation des abeilles, ça se fait lors des vols nuptiales. Et ça ne se fait pas dans la riche, ça se fait vraiment au niveau des laits. Et là, ça se fait lors des soleils ardents. Et vous aurez toujours à le constater des temps où en autre, vous aurez à retrouver qu'il y a une petite colonie à grande vitesse qui serait en train de se pourchasser en soi. Et c'est là qu'on aurait à assister à la fécondation de la reine qui se fait au moins 7 à 10 bourdons ou abeilles mâles. Et à 48 heures après, la ponte pourra suivre qui pourra au moins intervenir à 2000 F à 3000 F par jour. C'est Ouais. ainsi la fécondation de la reine. Ok. Est-ce d'avoir l'air un peu curieuse, un peu trop curieuse? Elle se fait féconder par un mâle ou plusieurs mâles. Et puis, j'aimerais savoir, donc, c'est une fécondation sexuée. Il y a un organe mâle qui va rentrer dans un organe femelle. Est-ce que c'est ça? Donc, si je pouvais l'expliquer d'une manière pratique, vous auriez à comprendre que quand je parlais de 7 à 8 mâles, ce sont les 8 là, le nombre de mâles de 7 à 8 qui pourront féconder. Donc, ça veut dire ce qu'on pouvait prendre comme l'organe mâle, elle pourrait être déposée au niveau de la poche. Je dirais qu'on l'appelle on pouvait parler de, je dirais que ça pourra au moins être déposé au niveau de l'organe femelle de la reine et ça va rester au niveau de là. Pendant ces 48 heures, ça pourra déjà. Et par conséquent, les mâles qui ont fécondé, ils sont voués à mourir parce que vraiment la vie est limitée à la fécondation jusqu'à ce niveau. Oh, ok, merci bien. La prochaine question, la question suivante, c'est Docteur Enes Kalalizi qui l'a posée. Il dit, il a plusieurs questions, je crois trois. La première question, c'est en quoi le modèle de ruche influence-t-il la production du miel? Les modèles de riches peuvent influencer tenant compte des régions auxquelles on se retrouve. C'est de là qu'on retrouve l'évolution de l'apiculture. On avait des riches traditionnels. Et quand l'évolution de la riche, au moins, tellement, au moins, je dirais, qui était répandue, c'est là qu'on a retrouvé les autres sortes de riches, comme la riche kenyane, la riche au moins de la tradition rwandaise, qu'on avait présenté dans l'ancienne présentation. C'est pour cela qui avait suivi. Et on a retrouvé le riche Langstroth, riche aussi Stani. Et pour nous, nous avons trop encouragé la riche La Grande parce que c'est une riche qui est tellement économique et elle est plus rentable. Et ça laisse la liberté aux colonies d'abeilles de se développer. Contrairement à la riche Langstroth, avait un étage ou riche à étage. Et ça a souvent pris assez de temps pour que la reine puisse découvrir qu'il y a une autre place leur réservée au niveau de l'étage. Et vous allez retrouver que la colonie, elle va se concentrer au niveau du bas, sans qu'elle sache qu'au niveau d'en haut, il y a aussi une place leur réservée. Souvent aussi, cette riche, elle est tellement plus professionnelle. Elle ne peut pas être vraiment fabriquée par les paysans ou bien les personnes qui ne sont pas au moins du domaine pour fabriquer une riche. Contrairement à la riche et la grande, on peut facilement avoir des mesures qui sont tellement standards et on aura un résultat en un rien de temps sans beaucoup de complications. Mais il y a la riche Stani avec sa forme de riche, la grande.
et qui a au moins, je dirais que vous placez aussi des cadenas pour vous assurer que seul l'apiculteur pourra accéder à la riche, ça qu'il puisse au moins, je dirais que faire des prétentions à de vol du miel au niveau de votre richesse. C'est un peu ça. Hmm. Merci pour cette réponse très intéressante. Euh, la deuxième question, c'est combien faut-il de mâles pour accoucher la reine ou féconder? Vous avez déjà répondu à cette question-là, donc on va passer à la troisième. Il dit, Hmm. peut-on nous parler sur la parthénogenèse chez les abeilles? Veuillez nous expliquer ceci. Parthénogenèse. Donc, en fait, là, on ne doit que comprendre que la reine en elle, chacune des reines a son parfait spécial qu'on appelle phéromone. Et c'est ces phéromones-là qui permettent à ce que une abeille puisse savoir son appartenance à une colonie, à une autre. Et là, ça va directement, même si vous pouvez superposer les riches l'une au-dessus de l'autre, une abeille ne peut pas entrer dans une autre riche parce qu'elle a déjà son parfait. Au contraire, elle sera considérée comme ennemie et on va la pourchasser jusqu'à ce qu'elle soit tuée. Donc, ça veut dire, c'est ce qu'on exige aux apiculteurs de ne pas au moins manipuler la reine, de peur qu'elle puisse perdre ses parfaits royaux et qui permet la communication dans une riche et aussi permettre qu'à ce qu'il y ait vraiment cette appartenance à telle ou telle autre colonie. C'est en ce sens-là qu'on peut l'expliquer d'une manière pratique. Ok, merci beaucoup. La quatrième et dernière question de cette série de questions-là, de ce membre de l'audience, c'est pourquoi dit-on que l'apiculture est une activité praticablement même dans les conditions marginales? Oui, Bon, conditions marginales, on ne saura pas comment au moins le dire, mais l'apiculture, c'est une science qui serait d'une manière là transversale. Et elle est vraiment disponible à toutes les couches. Et là, vous aurez retrouvé, même en communauté locale, ils arrivent à faire des riches traditionnels, malgré qu'ils soient dépourvus des techniques apicoles susceptibles à booster les rendements. Et là, ça ne demande pas beaucoup d'investissement pour ce que vous puissiez vous lancer. Ça va seulement d'abord dépendre de votre courage et votre détermination pour ce que vous puissiez vous lancer. Donc, même à partir de deux riches ou une riche, vous aurez vraiment un rendement qui pourra vous motiver de pouvoir aller encore de l'avant. Et comme vous l'avez suivi et que si mon père l'a fait depuis 74 jusqu'à maintenant, et moi à partir de 11 ans jusqu'à maintenant, j'ai 32 ans, j'approche 33 ans avec cette apiculture, vous retrouvez que ça vous motive d'avance, d'aller encore plus loin et d'accroître même le nombre. Donc ça signifie que c'est vraiment une culture adapté à toutes les couches sociales. On n'aurait pas à retrouver les marginalisés parce que ça va au moins vous faire sortir des niveaux X pour au moins Y. C'est en ce sens que tout le monde est censé vraiment accorder plus de la place à la pollinisation, voire au produit de la riche, afin que ça puisse aussi relever nos défis que nous rencontrons dans notre vécu quotidien. Prochain, c'est Monsieur Samson Molengia qui a juste apprécié la présentation et vous a laissé son email et son numéro de téléphone parce qu'il aimerait entrer en contact avec vous. Donc, je pense que je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Gina. Alors, je suis particulièrement content que ce soit M. Kakoulé qui soit là ce soir parce que je m'apprêtais à vous envoyer un message pour vous dire que de demander à M. Kakoulé que j'attends toujours des documents sur la lutte des éléphants en utilisant les abeilles. Parce qu'en fait, je suis en train de penser à un potentiel projet entre M. Kakoulé, euh, essayer de mettre en place essayer d'évaluer de manière effective, effectivement, l'effet des abeilles sur les éléphants. Parce que, par exemple, au Gabon, les abeilles, les éléphants font beaucoup de ravages, ils causent beaucoup de dégâts. Et ce serait juste formidable si on peut associer à nos plantations maintenant des ruches apicoles et en même temps lutter contre les abeilles. Donc, vraiment, j'attends les documents pour pouvoir organiser ce petit projet-là avec M. Kakoulé et M. Fa.
non, je ne suis pas dans l'apiculture. Je suis juste, de manière générale, je suis un biologiste intéressé à tout ce qui est écologie, écosystème marin, écosystème terrestre, agronomie. Et la fois dernière, j'ai été agréablement surpris d'entendre que l'apiculture, les abeilles font fuir les éléphants. Et quand je pense à tous les dégâts que les éléphants causent en milieu rural au Gabon, je me suis dit ce sera juste un projet formidable si on réussit à prouver que effectivement les abeilles font fuir les éléphants. Alors on aura toute la zone rurale du Gabon qui va produire du miel et ce sera une source de revenus pour les ruraux. Et non, j'ai juste commencé à, comme on dit, aller dans tous les sens. Et vraiment, j'attends avec impatience ces documents. Comme monsieur Fabre, il est sur place au Gabon, je pense que même lui, ça va l'intéresser à plus d'un titre de pouvoir vraiment apporter une solution à ce problème-là qui vraiment attriste nos populations rurales au Gabon. Ok. Et là, c'est dans les zones rurales, n'est-ce pas? Vous parlez des zones... Oui, bon, c'est un peu, on va dire, toutes les personnes, tous les départements, toutes les localités où il y a une population qui a une activité champêtre. Presque tous sont confrontés au même problème des éléphants. Aujourd'hui, par exemple, il y a des grandes discussions entre le ministère des Eaux et Forêts et puis ces populations-là. Certains, on est censé indemniser certaines familles, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été indemnisés et c'est interdit de tuer un éléphant au Gabon. Si tu tues un éléphant, vraiment, tu t'exposes à une poursuite judiciaire, à des sanctions très, très, très compliquées. Et en ce moment, les populations sont juste désespérées parce qu'il n'y a pas de solution jusqu'à présent. Pas de solution. Mais on a un agriculteur qui a aussi donné une piste. Il a constaté que l'iboga faisait fuir les éléphants. Il a mis de l'iboga autour de son champ et il dit que depuis là, il n'a plus d'éléphants. Donc ça, c'est une autre piste aussi qu'on va exploiter, essayer de voir vraiment si on peut trouver une solution autre que la chasse pour combattre ces éléphants. Merci d'avance, mais aussi nous pouvons lui renvoyer vers les documentaires qui sont déjà disponibles au site du groupe academia.org et que je retrouve que M. Franck peut avoir le courage de partager les liens au niveau du chat. Et là, il y aura plus d'orientation pratique qui pourront au moins compléter les modules parce que par le vie, on peut facilement comprendre ce qu'on peut faire par rapport au moins à l'écrit. Et là, vous aurez à voir, voici comment on a fait ici et la pratique sera tellement facile. Donc, avant de continuer avec les questions que j'ai ici, il y en a aussi plein dans le chat box. Je vais donner la parole à Malia Sassa, qui a la main levée. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Je merci. suis très ravi d'avoir suivi l'exposé et c'est ma première fois de l'avoir suivi. Alors, ma préoccupation, c'est d'abord comment vous contacter parce que je suis aussi, j'aime faire l'apiculture, mais je n'ai aucune notion sur l'apiculture. Ma deuxième question, est-ce que vous pouvez partager une documentation par email? Voilà les deux questions. Je ne sais pas si vous allez autoriser qu'on puisse aller au tic-tac, mais sinon, Je ne pour sais la pas si... question de contact, là, c'est déjà dans le chat box. Là, vous pouvez facilement les piquer et soit aussi les avoir au niveau du site web, que, ou soit un numéro WhatsApp, ou soit auprès des collaborateurs chez Ascreen. Comme on est déjà dans le même groupe et c'est déjà une même famille, on pourra se compléter mutuellement à n'importe quel moment. Là, dans le chat, il y a déjà la réponse. Pour la question là de la formation, nous l'avons bien dit que vraiment bienvenue aussi à l'école de l'apiculture, que c'est la vie au quotidien, on ne doit que partager ce qu'on a.
et ce qu'on connaît, et nous vous rassurons notre disponibilité pour au moins les conseils pratiques quant à cette bonne volonté de pouvoir aussi vous liguer derrière le protecteur des pollinisateurs au vu de son rôle tant biologique et écologique que ces insectes nécessitent de jouer pour la vie de l'humanité et de notre planète. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je vais continuer avec les questions que j'ai ici, là, les questions de la présentation du 7 novembre. C'est quelqu'un qui écrit « Juste savoir en concret ce que l'on peut gagner et donc combien de temps si on place 500 USD dans la province du Nord Kivu. » Donc, 500 US dollars dans la... Donc, je veux Vous connaître... avez au moins capital de 500 dollars. Et je me mets qu'il est au Nord Kivu, je ne sais pas dans quel côté il est. Je prends seulement la machine et je me dis, avec 500 dollars, avec le prix d'une riche qui est à 20 dollars, il aurait 25 riches. Étant donné que la moyenne d'une riche est de 5 litres par riche, je vais prendre les 25 riches si réellement c'est tellement colonisé, multiplié par les 5 litres, ça va me faire 125. Et les 125, je prends ça au prix de litre. Donc, les litres actuellement varient pour les producteurs, c'est à 7 à 10 dollars. Sur le marché, c'est 10 dollars. Mais pour les apiculteurs, c'est à 7 dollars. Et si je peux prendre la moyenne, je prends au moins les 7, comme pour lui est producteur, il ne pourra pas prendre les prix de ceux-là qui sont dans des supermarchés. Et je vais me retrouver en face de 877, 75 dollars par récolte, si et seulement si ces riches sont déjà colonisés en 100%. Et ça, c'était la moyenne de 5 litres. Et au Nord Kivu, au niveau de Kimbulu, nous avons retrouvé une riche qui a fait 20 litres. Et de la plupart aussi des riches qui font 10 litres. Donc, ça signifie que si vous avez vraiment l'emplacement et vous avez au moins eu le courage de pouvoir y déployer les plantes mellifères. Et les plantes mellifères sont généralement des fruitiers qui doivent produire des fleurs et qui pourront aussi faciliter à vos différentes colonies de s'approvisionner en nectar et vous rassurer que votre richesse n'est pas loin de la rivière ou bien de la vallée pour que les abeilles puissent aussi trouver la facilité de l'eau, ou soit si vous allez les puiser de ces taux-là de récipients ou laisser vraiment des vases, des pots de terre au niveau de votre richesse et que lors de la pluie, les abeilles vont prendre cette eau pour directement au moins continuer avec les activités et faire le mélange. Et on pourra au moins rassurer que vraiment c'est une opportunité rentable où seul l'investissement suffit pour avoir les résultats, contrairement à d'autres cultures qui vont vous demander au moins du repas, parce que c'est l'apiculteur ou celui qui a investi dans cette apiculture qui pourra au moins se servir des produits agricoles comme des fruitiers. Là, j'ai cité des goyaviers, des avocatiers, d'autres. Ça sera vraiment encore l'ajout de ce que vous aurez au moins à retrouver dans l'apiculture. OK. Là, je vois dans le chat box, il y a quelqu'un qui a demandé où est-ce qu'on peut trouver la reine au Gabon. Monsieur Michael, est-ce que vous avez idée de où est-ce qu'on peut trouver la reine au Gabon? Bon, en fait, les abeilles sont presque partout dans la nature. C'est question d'avoir le courage parce que même il y a des colonies sauvages, je dirais que des colonies qui sont au moins en train de manquer par où s'abriter. Ils sont dans des écoles, dans des hôpitaux et ici et là. Dans des hôpitaux, alors, comme on pouvait le dire, nous nous excusons, vous aurez à retrouver que si vous avez un endroit et que vous avez besoin de colonies d'abeilles, c'est question d'avoir une boîte de capture. Et cette boîte de capture, elle a la petite dimension par rapport à une riche normale. Et sa température est de 36 degrés. Et ça facilite qu'à ce que dans moins de 2 semaines, vous aurez une colonie d'abeilles. Ça, c'est une des façons de retrouver une reine qui pourra au moins faciliter la conduite des activités dans votre riche.
La seconde, c'est de délocaliser une colonie d'abeilles sauvages au moins à pouvoir l'apprivoiser dans une riche. Vous allez au moins récupérer, au moins je dirais que le couvée, ou délocaliser au moins cette colonie en prenant sa maternité, et vous allez l'adapter sur les lattes de votre boîte de capture, et vous aurez au moins à déposer, au moins je dirais que des feuilles mortes là de cyprès, et vous aurez au moins à laisser votre boîte de capture à côté. Vous aurez déjà une colonie qui pourra être une opportunité entrepreneuriale en apiculture. Donc, ça veut dire les abeilles sont partout. C'est question d'abord de leur construire une maison, que de pouvoir attendre cette colonie, ça que vous n'ayez même pas une maison appelée une riche ou soit une boîte de capture. Et là, on peut toutefois vous accompagner dans les techniques de voir comment on peut développer ou accroître, comment on peut faire le mélange de propolis, gelée royale, et cire d'abeille et aussi de la menthe verte pour faire une solution qui attire plus les abeilles afin qu'à ce que vous puissiez les parfumer dans la riche et les colonies d'abeilles pourront facilement être intéressées de pouvoir au moins siroter et de reconnaître la place où il y a votre boîte de capture ou riche. Soit je peux au moins ajouter quelque chose. Les abeilles sont plus fréquentes au niveau de la vallée. Et là, si vous placez votre riche à 15 mètres de l'eau, sachez bien que les déplacements des abeilles sont vraiment fréquents. Et là, vous aurez à recouvrir que non, la boîte de capture, une riche qui est au moins près de la vallée, c'est vraiment plus apprécié par rapport au moins à ce qui serait au niveau des montagnes. Mais aussi, au niveau des montagnes, ça n'exclut pas parce que les abeilles, toujours, ils passent partout. Mais ils sont plus fréquents au niveau de la vallée parce que toutes les abeilles ont besoin de l'eau pour fabriquer du miel. Parce que l'eau aussi fait partie des ingrédients que les abeilles arrivent à sélectionner pour avoir du miel. Ok. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Quand vous dites qu'on peut trouver des colonies partout, donc cela sous-entend en fait que chaque colonie, toute colonie a une reine, n'est-ce pas? C'est ce que cela Oui. signifie. Ok. On peut avoir une colonie orpheline. C'est lorsque, par exemple, vous avez visité votre riche et que par malchance, vous n'avez pas bien tenu compte du souhait ou vous n'avez pas bien apprécié et par malchance, la reine peut mourir. Et il y a des riches comme ça. Lorsque vous, comme apiculteur, lorsque vous êtes déjà informé, vous allez constater directement l'absence de la riche qui pourra être marquée par l'absence de couvées des ouvriers. Parce que là, on a déjà au moins deux positions. Et là, ça me fait au moins à revenir que non, si lorsque la reine, elle ne sort pas pour les vols nuptiales pour la fécondation, elle va seulement donner naissance aux abeilles mâles. Ce sont des faux bourdons. Et lorsque vous aurez à retrouver cette colonie orpheline, les colonies qui se sont déjà au moins retrouvées, si vous avez des colonies orphelines, il y a possibilité que vous puissiez les mettre ensemble pour les reconstituer à une colonie, afin qu'à ce qu'ils aient la capacité de pouvoir organiser cette riche et produire un bon rendement. Donc, ça veut dire une colonie orpheline existe. Et là, c'est lorsque vous retrouvez que l'absence de couvée et il n'y a pas de maternité, vous aurez à retrouver qu'il y aura une faible productivité dans cette riche. Parce que c'est la reine qui donne au moins, je dirais que, de l'ordre, qui donne au moins, je dirais que, qui pond des œufs pour qu'à ce qu'on puisse peupler votre riche. Donc, ça veut dire qu'on ne s'étonne pas lorsqu'on peut retrouver que non, ma riche est installée quelque part, mais elle ne donne pas aucun rendement. Mais peut-être vous ne vous avez pas rendu compte que votre riche, elle est orpheline et qu'elle mériterait qu'à ce qu'on puisse la laisser un bon moment pour qu'à ce que lorsque vous voyez sur les rayons d'abeilles, de chambrettes là pour la reine, il ne faut pas au moins la couper, il faut laisser qu'à ce que ça se développe pour que cette reine puisse continuer le travail dans cette riche.
Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes. J'ai vu dans le chat box, il y a quelqu'un qui demandait si cette présentation est enregistrée. Juste pour répondre, oui, elle est enregistrée et elle sera disponible sur YouTube dans à peu près, on va dire, 1 à 2 semaines, tout au plus. Euh, et j'ai encore plein de questions dans le chat box concernant la présentation du 7 novembre. Celle qui suit ici, là, c'est la première question, c'est qu'est-ce qui donne différentes couleurs au miel? Ça, c'est monsieur, ok, Elina Marcus, ok, il n'y a pas de nom. Qu'est-ce qui donne les différentes couleurs du miel? Et y a-t-il une plante spécifique qui donne du venin aux abeilles? Merci. Si on peut aller pour d'abord la couleur du miel, on doit dire que la couleur du miel dépend de la floraison disponible dans la zone. Et si vous êtes vraiment dans un milieu où il y a plus de tournesol, vous aurez toujours les miels trop jaunes là et vous aurez trouvé trop clair. Et contrairement au miel qui va nous venir de milieux qui sont tellement, je dirais que les milliers qui ont d'arbres qui ont plus de fleurs et que ils sont presque des, je dirais que c'est des plantes sauvages, si on pouvait le dire. Et là, ils ont la couleur noirâtre. Comparativement au moins aux plantes mellifères, des blancs, vous allez retrouver qu'il y a une grande concession et vous allez trouver que ça va nous produire un miel trop clair là. Ça ne sera pas faussé. Donc, la couleur du miel dépend de la disponibilité des plantes mellifères et de leur catégorie. Et là, c'est vraiment simple comme ça et ça peut toutefois au moins varier selon les espèces que vous avez retrouvées. Pour la question, l'autre question, vous avez parlé de... Qu'est-ce qui donne du venin aux abeilles? Non, le venin d'abord, c'est naturel. Ça, c'est naturel vraiment et l'abeille est née avec ses venins. Et que ce n'est pas normalement pour casser que ça puisse tuer, mais c'est un outil d'autodéfense. Parce que lorsque l'abeille va vous piquer, ça sera voué au moins à mourir. Parce que si vous avez été piqué par 2 ou 3 abeilles, donc vous avez contribué aussi à la mort de ces 3 abeilles. C'est pourquoi les venins en soi n'étaient pas destinés aux abeilles de pouvoir être vraiment recueilli par une personne, mais plutôt par l'extracteur du venin, qui est un outil qu'on place à l'entrée de la vole d'une riche. Et les abeilles, quand ils vont chercher à piquer, ils seront en train de glisser sur cet appareil-là. Et quelques poussières de ces venins seraient en train d'être recueillies dans cet appareil. Et ici, se ferait la récolte du venin. Ok. Et ça veut dire que pendant la récolte du venin, tous ces abeilles-là qui piquent finissent par mourir aussi. Non, non, ils ne vont pas parce que s'ils ont au moins été récoltés par un extracteur du venin, ça va seulement piquer, ça va sembler piquer au moins cet appareil, mais l'appareil va au moins, je dirais, que recueillir les quelques poussières là. Et c'est ce qui Oh. pourra faire des grammes selon la capacité de la colonie. Et il y a une question encore, comment reconnaître une reine? Seulement par sa taille? Oui, reconnaître la reine, c'est pas simple, mais c'est trop difficile parce que retrouver la reine, ça semble être comme une chance. Si vous la retrouvez vraiment, vous êtes la plus chasseuse des autres parce que ça a souvent été toujours difficile de reconnaître ça pour des riches qui n'ont pas de boîte à reine. Et là, c'est pour reconnaître la reine, c'est seulement à la longueur de son abdomen qui est toujours allongé et qui est un peu différente des autres sur le plan morphologique. Mais sur le plan aussi décrit, la reine ne bourdonne pas comme d'autres, mais ça semble crier. Si ça sifflote, la colonie pourra directement reconnaître qu'il y a une attaque à sa reine. Et là, si vous retrouvez que vous l'avez touché,
toutes les abeilles alors vont au moins cesser de bourdonner. Et ça va déjà montrer que non, notre chef est déjà sous arrêt. Donc, ils ne peuvent pas attaquer. Mais la reine sera relâchée, c'est là que les abeilles peuvent chercher à piquer, à protéger la reine. Okay. Merci. La question suivante est de Cédric Dubois. Il dit: bonsoir, c'est Cédric Dubois depuis Alexandria. Quelles sont les meilleures technologies auxquelles vous vous attendez pour améliorer votre rendement? Ça, c'est la première question. Donc, les meilleures technologies auxquelles vous vous attendez pour améliorer votre rendement. Et il demande aussi comment se passe le déplacement des abeilles par un apiculteur d'un endroit vers un autre lorsque l'endroit initial s'appauvrit. Merci pour d'abord la question de savoir, la première question, il parlait de comment savoir les techniques d'améliorer. Je dirais qu'ils sont à 3 niveaux. Nous pouvons améliorer les rendements d'abord par l'emplacement, les terrains, les milieux dans lesquels vous avez choisi pour au moins installer votre riche. Est-ce que votre milieu, c'est un milieu où il y a la disponibilité des autres cultures qui pourront faciliter à ce que nous ayons plus de floraison? Et c'est souvent là qu'il y a des cultures maraîchères où il y en aura plus de floraison à chaque saison. Et ça va booster la production. La seconde, c'est aussi la qualité des riches que vous aurez au moins à doter. Parce que si vous faites des riches qui ne pourront pas permettre à ce que les abeilles se développent librement, ils seront restreints aussi de travailler. Et la seconde, c'est maintenant, donc la troisième alors, c'est par rapport aux souhaits que vous accordez à votre colonie. Parce que vous pouvez avoir des colonies, mais qui ont des maladies. Les présences de ces maladies, vous n'aurez pas au moins à les reconnaître. Vous aurez la présence des prédateurs qui vont nuire à l'évolution de votre colonie. Ça que vous le sachez, ça va impacter négativement sur le rendement de votre riche. Donc, ça veut dire, ça va suivre 3 facteurs. Le premier, c'est d'abord emplacement et disponibilité des mellifères, des plantes mellifères. Si vous avez déjà un beau jardin où il y a plus de fruitiers, des autres espèces qui donnent plus de nectar, ça va facilement impacter positivement. À second lieu, comme nous l'avons dit, il faut au moins que vous soyez doté de techniques apicoles susceptibles à conduire une exploitation apicole. Et cela va vous rassurer quand c'est que vous puissiez suivre votre colonie à beau père de famille que de chaque fois traumatiser votre colonie. À n'importe quel moment, vous allez venir ça au moins à Fimoir et vous aurez occasionné la mort de plus d'abeilles. Et ces abeilles vont aussi impacter négativement au nombre des ouvriers qui pouvaient au moins faciliter la récolte du nectar. Donc, ça prouve en suffisance qu'il faut que nous ayons d'abord aussi des techniques apicoles susceptibles à pouvoir vous orienter pour que vous puissiez vous rassurer que la production pourra être augmentée. Et à la fin, c'est là qu'il faut que vous puissiez disposer aussi les preneurs, et savoir comment distinguer votre miel du miel qui est récolté sans normes apicoles. Et là, vous saurez vraiment comment vous pouvez facilement écouler votre produit. Mais en second lieu, nous pouvons au moins ajouter, nous ne parlons qu'actuellement du miel, sans tenir compte de la valorisation des sous-produits de la riche. Et là, nous voyons la cire d'abeille qui n'est pas en train d'être récoltée par certains d'entre nous, mais dans certains pays africains, on a commencé à valoriser la cire d'abeille. Il y a du propolis qu'on a commencé à valoriser, du venin d'abeille on a commencé, et voilà, du gelé royal, malheureusement, c'est difficile aussi à récolter. C'est pas facile d'avoir au moins un bon nombre de grammes que vous pouvez facilement apporter au niveau du marché. Ça veut dire que non, le secteur apicole, c'est un secteur non exploité où il y a encore plus d'opportunités d'entreprendre, à part même la production du miel.
Ok. Et vous avez répondu à la deuxième question déjà, deuxième sur le déplacement. Oh, le déplacement d'une colonie, c'est fait par des méthodes. Il y a la première méthode, si vous voyez que votre riche, tellement elle est abritée, vous devez d'abord réduire le nombre de rayons dans votre riche pour qu'elle soit un peu léger, si on pouvait le dire, légère. Et là, vous pourrez retrouver que lorsque vous aurez à diminuer, il faut que vous vous rassuriez qu'il y a des couvées qui ne pourront pas au moins atteindre au moins sa maturité. Parce que si vous déplacez une colonie, quand il y a au moins des couvées qui t'a au moins sa maturité, les abeilles peuvent facilement laisser votre riche. Mais lorsque vous avez vu que le couvée qui est dans votre riche ou la maternité est disponible, elle a vraiment une jeune âge, ça va permettre que même si vous avez déplacé votre riche d'un endroit à un autre, ça va toujours rester là-bas. À second lieu, il faut que vous rassurez que vous les déplacez les soirs, lorsque toutes les colonies ou toutes les abeilles sont déjà au niveau de la riche. Parce que de pair, si vous déplacez ça la journée, une autre partie serait déjà au champ et une autre partie à l'intérieur. Vous aurez déjà participé au moins à sa division. Donc, Hmm. ça signifie que le déplacement doit se faire normalement le soir, soit sous la pluie, parce que les abeilles ne font pas de mouvement sous la pluie la journée. Mais comme sous la pluie, vous devez vous rassurer que l'humidité là ne puisse pas atteindre les lattes, de peur que ça puisse aussi impacter négativement sur la température exigée pour une colonie. Merci beaucoup pour les informations vraiment très, très intéressantes. On apprend, on est vraiment en train de beaucoup apprendre. La prochaine question, c'est celle de Monsieur Éric Lagarde qui demande comment lutter contre les fourmis de, pour éviter qu'elles ne montent dans la ruche. Bon, pour les fournis, cet élément simple, et là, ça se constate pendant les deux étapes de l'apiculture. Et là, vous pouvez le constater pendant votre visite simple. Les visites simples consistent en ce que vous puissiez voir seulement l'extérieur de la ruche. Vous aurez à voir si son milieu est bien assaini, si la ruche est colonisée ou cas où c'est emporté ou comment. Vous aurez vraiment à vous rassurer. Mais si vous voyez qu'il y a des fournis qui attaquent, et on exige qu'à ce que vous puissiez attiser du feu au-delà de votre riche, donc aux alentours de votre riche. Et là, ça va au moins chancer les fournis. Avec la fumée, là, ça va au moins les mettre en paix, en écart. Mais ça revient aussi à l'apiculteur de voir si vraiment les milieux où il a installé sa riche est tellement propice pour au moins, je dirais, que faire abriter cette colonie. Donc, lors de la visite simple, où on voit l'apparence extérieure, et lors de la visite inspection, où on peut ouvrir, on voit même à l'intérieur, vous aurez à constater s'il n'y a pas d'autres trous d'avol qui font entrer ces fournis, à part le trou d'avol principal. Et c'est de là qu'on devrait normalement insister pour les apiculteurs, parce que la plupart, ils pensent que seulement visiter l'intérieur de la riche, c'est seulement récolter, sans tenir compte du souhait que l'apiculteur doit apporter à sa colonie lors de visites d'inspection, où il va au moins voir s'il n'y a pas la présence de maladies ou présence de prédateurs comme les fourmis ou les rats, voire même des cargos, vous parlez de quoi? Ces cargos, on les appelle des tétés bleus au niveau de l'autre côté. Et ce sont des reptiles qui consomment directement les abeilles. Et si vous avez des riches et que vous n'arrivez pas au moins à vous rendre compte qu'il y a des prédateurs qui diminuent directement la population de votre riche, ça va impacter négativement sur la production. Voilà, en ce sens, on exige qu'à ce que toujours vous soyez courageux ou courageuse
d'aller voir le mouvement de vos abeilles et son évolution. OK. Merci beaucoup pour ces informations. Il nous reste des questions de deux membres de l'audience en ce qui concerne la présentation du 7 novembre. Je vais lire la question de M. Oussoube Ouassajo. Il dit, je vous suis depuis Pala au Tchad et ravi de faire partie de vous encore une fois pour cette riche présentation. Je demande vivement aux présentateurs, avec l'accord de cette plateforme ayant favorisé l'exposé, de partager avec nous, si possible, les supports de présentation ou tout document susceptible de nous aider à l'exploiter et réussir l'apiculture dans nos milieux respectifs. OK, donc ça, c'est plus une demande. Je pense que vous avez déjà répondu en partageant le lien Academia. Et vous disiez que vous pouvez aussi envoyer certains documents par email, je ne sais pas. Oui, on pourra toujours rester en contact pour voir quel document peut être utile. Mais nous avons encouragé que sur la chaîne YouTube, nous avons des vidéos pédagogiques. Okay. Que ce soit dans la fabrication d'une riche, il y a des vidéos, vous tapez fabrication d'une riche, groupe académie, YouTube, ça va au moins facilement apparaître et vous assistez comment ça se passe. Ça serait tellement pratique que d'avoir peut-être plus de litanie, de lire au moment où vous pouvez facilement acquérir une technique à partir de la vidéo. Donc, on éviterait peut-être, en fait, à ceux qui puissent aussi s'abonner à la chaîne pour ne plus rater aucune de nos vidéos pédagogiques en apiculture. Ok, ça marche. Merci bien, Monsieur Michael Kakoulé. La dernière question dans le chat box, une question à deux volets. Elle vient de Dr. Ernest Kalalizi. Il dit, une autre question, s'il vous plaît, je voudrais bien comprendre quelles sont les différentes causes et les signes précurseurs d'un essaimage. Ok, c'est juste une question alors. Quelles sont les différentes causes et les signes précurseurs d'un essaimage? D'un essaimage. L'essaimage, ce n'est qu'une simple division d'une colonie. Avant qu'une colonie puisse se diviser, se scinder à deux ou trois parties, les signes précurseurs, c'est d'abord la présence des autres, je dirais que ce sont des habitations là des reines. Les reines il ne se développe pas dans des rayons, au centre des rayons comme d'habitude, mais plutôt à l'extrémité, vers la fait comme ça. Et il y aura des sifflets là-bas. Et ce seraient des signes précurseurs pour montrer que non, voilà, attention, chers apiculteurs, on aurait au moins, je dirais, que d'autres reines qui seraient à progression. Et c'est à vous d'apprécier s'il faut au moins arracher ou laisser casser que les reines là puissent se développer et que lorsque vous aurez à voir l'âge de l'évolution de ces reines, vous pouvez facilement diviser cette colonie de vous-même parce que vous en aurez besoin pour que vous puissiez faire abriter dans toutes les riches. Et là, vous pouvez faciliter que si vous voyez que non, cette riche, elle est tellement populaire, donc elle a plus de population, elle a plus d'ouvriers, vous pouvez facilement organiser cette division vous-même. Et si vous ne voulez pas, carrément, vous allez arracher les maisonnettes là des reines pour qu'elles ne puissent pas occasionner la division de cet essaimage. Donc, ça signifie que la première, ça se fait que vous devez voir à l'extrémité des rayons. On aurait vraiment la maison là des reines et avant que vous puissiez dire qu'il y a un essaimage. En seconde position, c'est à vous d'apprécier s'il faut que vous puissiez maintenir l'effectif de votre riche pour permettre qu'à ce qu'il y ait plus de la production. Mais si vous allez au moins conserver la race que vous avez fait abriter, parce qu'il y a des races courageuses même parmi les mellifères, vous retrouverez que vraiment c'est une colonie courageuse qui va vraiment récolter et même en un mois, vous aurez à retrouver les miels operculés, mûrs.
tenant compte de ce courage du travail. Et si vous avez une telle riche, il faut vraiment voir en fait que vous puissiez scinder ces abeilles afin que vous ayez vraiment des abeilles courageuses. Ça aussi, prétendre qu'il y a les paresseuses aussi existe. Parce que si vous pouvez au moins retrouver une riche qui a plus de faux bourdeaux, les abeilles mâles arrivent seulement à manger ça au moins récolté parce qu'ils n'ont pas de pièces bicales qui peuvent permettre à ce qu'ils puissent au moins récolter du nectar dans une fleur. Donc, la présence de plus de mâles, ça va impacter négativement sur la production d'une riche. C'est à vous, l'apiculteur, d'apprécier lors des visites et inspections. Et là, on insiste fort que la plupart de nos apiculteurs, ils ne visitent que leurs abeilles, ils ne visitent que les riches lors de la période ou lors de la saison de récolte, sans qu'ils puissent tenir compte des visites qu'ils peuvent au moins effectuer pour au moins visiter l'évolution de votre reine si elle est déjà une vieille et quand elle est déjà vieillie, vous aurez à constater qu'on aurait que découvert avec des abeilles mâles. Mais lorsqu'on a des abeilles femelles, des ouvriers, là, vous aurez à vous rassurer que non, la reine que vous avez, elle continue à participer au vol nuptial. Et là, la fécondation, nous l'avons dit que ça se fait au moins pendant le soleil ardent. C'est en ce sens que vous pouvez orienter notre collaborateur et aussi ambassadeur de l'environnement, comme il est aussi à route de nous rejoindre. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Donc, on ne doit pas juste attendre le moment de la récolte pour aller visiter notre ruche, mais il faut prendre soin de la ruche bien avant, pendant, disons, avant même juste avant la récolte. On a des questions pour la présentation d'aujourd'hui, je crois, dans le chat box. La question vient de M. Agans Boujoumé. Il dit, comment devons-nous faire pour répondre à la problématique de la disparition des abeilles suite à l'utilisation des produits chimiques utilisés dans la culture des tomates, étant donné que la tomate bat son plein dans l'accroissement de revenus des ménages à l'est de la RDC? Oui, ce que nous devons faire, c'est au moins à 3 niveaux. Pour l'usage des produits chimiques, nous devons encourager l'usage des pesticides biologiques. Si vous êtes incapable d'utiliser les biologiques, vous pouvez conseiller à ces agriculteurs de tomates de pouvoir chaque fois appliquer leurs produits vers les soirs pour que lors de la photosynthèse, les produits puissent déjà perdre sa force de nuire à la vie des abeilles pendant la nuit. Et là, c'est une des solutions intermédiaires. Mais en second lieu, comme il a parlé, comment nous pouvons protéger les pollinisateurs, ça fait partie aussi de la présentation donc de notre poste qui était retenu au premier congrès des aires protégées à Kigali, où nous avions proposé 4 missions pour que nous puissions préserver les pollinisateurs. Nous avons voulu qu'au niveau de nos villes ou villages, qu'on ait des ambassadeurs qui pourront faciliter le déplacement des colonies d'abeilles qui s'égarent au niveau des maisons pour qui ne soient pas au moins rencontrés, qui ne soient pas retrouvés par celles qui vont au moins leur brûler ou leur appliquer des insecticides pour les exterminer. Et qu'on sait qu'on puisse trouver que c'est une opportunité afin qu'ils soient délocalisés dignement vers les sites appropriés. En seconde position, nous avions voulu que pour préserver ces colonies d'abeilles, il faut que les peu d'apiculteurs que nous avons, par exemple en RDC, qu'on puisse renforcer leurs capacités en techniques apicoles standards pour réduire l'extermination de ces pollinisateurs lors même de l'extraction du miel. Parce que vous allez retrouver qu'il y a plus d'apiculteurs qui n'ont même pas d'affimoir et d'autres n'ont même pas de tennis. Ils continuent à piller le miel
et ils deviennent des ennemis du développement et d'eux-mêmes. Parce que lorsqu'ils vont voler les miels à l'intérieur, ils vont d'abord occasionner plus de morts. Ils vont brûler ou échantiller pour casser qu'ils récupèrent les miels. Mais les abeilles vont disparaître. L'autre partie, c'est lorsque vous n'avez pas de techniques apicoles susceptibles et vous allez même à pleine récolte, vous allez porter plus d'abeilles qui allaient faciliter la conduite du reste des activités pour la saison prochaine. Et à la suite, nous avons voulu que pour préserver, il faut qu'il y ait un marché commun des produits du miel. Et là, on pouvait les conserver, les organiser à coopératives primaires. On pouvait avoir des sites de collecte dans différents milieux où on peut facilement canaliser ça vers des villes pour que nous ayons des points de vente bien reconnus et ici booster les rendements apicoles par une bonne commercialisation de ces miels. À part ça, nous avons voulu que les jeunes soient encouragés à intégrer ces secteurs pour que ça ne soit pas un secteur éphémère à une courte durée. Mais lorsque les jeunes pouvaient au moins s'y lancer, ils pourront directement participer à sa pérennisation. Et là, comment on pourra faire? C'est par d'abord les encourager à intégrer l'agro-business. Et là, c'est par l'approche de l'agroforesterie. Lorsque nous aurons plus de cultures qui vont produire assez de fleurs, ça va faciliter qu'à ce que l'apiculture puisse s'imposer à côté dans nos vastes étendues de café, de cacao, de quinquina que nous avons en RDC, comme l'ami il est de la RDC. Nous devons les saisir parce que notre pays est tellement riche par rapport à d'autres pays. Et là, nous retrouvons les cacao, les fleurs de cacao qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs, avec du quinquina, du café et aussi des eucalyptus. Ce sont des floraisons rares par rapport au moins au miel qu'on peut exporter d'ailleurs où on aura seulement les mêmes couleurs. Donc, je dirais que les mêmes espèces de plantes mellifères qui ne vont pas au moins aussi diversifier et donner les poids, ou je dirais que donner plus de la valeur au miel qui sera produit au niveau de tel ou tel autre. Et par rapport à son histoire, vous avez compris que notre miel était apprécié pour beaucoup de pays qui arrivaient au moins à le faire. Et généralement, l'Afrique a vraiment plus de richesses. Ça reste assez que nous puissions facilement saisir ces opportunités qui sont autour de nous. Parce que j'ai vu aussi les amis de l'Afrique du Sud, vous êtes vraiment dans un bon endroit. Contrairement au Namibie où nous avons été les mois passés, c'est un pays désertique. Pour eux, ils n'ont pas de fleurs, ils n'ont pas vraiment de plantes qui pouvaient au moins faciliter au moins la vie des abeilles. Donc, les abeilles aussi doivent venir au côté où on peut avoir de l'eau. Donc, ça veut dire que si nous avons encore nos pays qui sont encore verts, voyons comment nous pouvons protéger les abeilles parce qu'il faut, oui, faciliter qu'à ce qu'on puisse conserver les espèces rares de nos plantes et qui vont aussi permettre la conservation de notre biodiversité. Okay. Merci beaucoup. Là, il y a un commentaire de Monsieur Egans Bouloumé qui dit justement, tout simplement qu'il est vraiment satisfait de la réponse que vous avez donnée, Monsieur Michael Kakoulé. Là, j'ai une dernière question dans le chat qui vient de Modeste Ndori. Il dit, une bonne présentation, merci. Aujourd'hui, l'abeille est parmi les espèces en disparition, malgré son rôle dans la vie de l'homme. Comment la sauvegarder? Cette disparition va de pair avec la dégradation de l'écosystème. Quelle disposition à prendre, je crois? Quelle disposition? S'il m'a bien suivi, j'aurais bien donné les 4 émissions que nous sommes en train de poursuivre. Nous voudrions que dans chacune des villes, nous puissions avoir des ambassadeurs de ces pollinisateurs. Parce qu'il y a beaucoup d'abeilles qui sont en train de se garer ici et là et qui n'ont pas d'ambassadeurs pour les défendre. Et que nous devons au moins encourager qu'à ce qu'il y ait des renforcements des capacités pour le peu d'apiculteurs existants pour conserver et aussi voir comment on peut créer les marchés communs
des produits du miel et de la riche pour essayer de encore ajouter plus de la valeur à l'exploitation apicole, tout en valorisant les sous-produits de la riche. Comme actuellement, on parle du miel comme le seul produit, et pourtant la cire d'abeille, le propolis, le venin d'abeille, et voire le gelée royal coûterait plus cher que le miel que nous voyons. Et qu'on n'est pas, au moins, je dirais, formé pour collecter tous ces sous-produits, afin qu'on sait qu'on arrive à attirer plus l'attention des jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lancer dans tel ou tel autre. On encouragerait qu'il y ait des chats communautaires pour conservation. Nous les avons appelés des écoles à conservation primaire, où on peut arriver en ce qu'on puisse montrer les rôles des abeilles, même on sait de nos écoles, églises, à familles et partout où nous en sommes. Lorsque nous saurons au moins son rôle, nous saurons comment les protéger. Et les techniques agricoles ou l'usage des pesticides ou les brûlures à grande échelle, où vous allez vraiment retrouver qu'on a au moins assisté à des brûlures ici et là, des incendies ici, sans tenir compte de la présence des abeilles, parce qu'ils sont moins sensibilisés du rôle écologique et biologique que ces abeilles jouent dans notre écosystème et pour notre survie, pourquoi pas pour aussi le bien-être de notre planète. Donc, ça revient à nous tous de voir comment nous allons nous liguer derrière cette espèce à disparition afin que nous puissions amplifier des approches de sensibilisation et voire même d'activités qui seront au moins, je dirais, conduites par au moins le directeur de nos parcs nationaux ou nos aires protégées. Parce que si nous pouvons au moins intensifier cette apiculture autour de nos aires protégées, ça va conserver non seulement les abeilles, mais aussi conserver notre biodiversité. Parce que l'apiculteur, pour lui, il crée la forêt. Et là, c'est par la plantation des plantes mellifères. Et contrairement aux autres qui pourront au moins maintenant contribuer à la déforestation. Mais l'apiculteur, lui, il contribue à la forestation par le reboisement des plantes mellifères, des fruitiers ici et là, et c'est l'approche d'agroforesterie qui pourra déjà au moins intégrer beaucoup d'autres approches. Donc, ça revient à nous de pouvoir au moins lever notre voix en fait qu'à ce que ces abeilles ne puissent pas au moins ne puissent pas disparaître. Si vous avez suivi la conclusion qu'on a reçue d'Albert Einstein et qui a fini à dire que non, si les abeilles pouvaient disparaître dans ces pays pendant 4 ans, la population sera vouée à mourir. Parce qu'on a plus d'abeilles, on aura plus de plantes, on aura plus d'animaux et on aura plus d'hommes. Parce que nous tous, nous vivons en interdépendance. C'est à nous maintenant d'avoir comment amplifier l'éducation environnementale et de voir comment nous pouvons approcher les communautés donc de les approcher à vivre en harmonie avec notre nature. Et au vu du rôle que les abeilles jouent dans le maintien de notre nature et de notre biodiversité, ça revient vraiment à moi et vous, afin qu'à ce que nous puissions nous liguer derrière cette promotion. Quoique vous ne consommez pas le miel ou les sous-produits de la riche, mais vous prenez au moins des fruits qui ont été fécondés, qui ont été vraiment conservés par l'abeille et par son rôle de la pollinisation. Oui, oui, effectivement, c'est très vrai. Merci bien. Il y a un commentaire de M. Aganzi qui dit cette préoccupation d'ambassadeur des abeilles nous tient également à cœur. Bienvenue, cher ambassadeur. Je ne sais pas de quel pays il nous vient ou s'il est au pays. C'est un grand plaisir aussi de l'accueillir parmi autant d'ambassadeurs qui sont en train d'être formés, d'autres sont en train d'être capacités dans ce secteur, afin qu'en ce qu'on puisse échanger nos différentes compétences et pour la promotion réelle de ce secteur. Il vient aussi de Kivu. Il vient aussi de Kivu. OK.
Il est le Donc, bienvenu comme il a les contacts et espérons qu'on aura à se retrouver après la session ou pendant un certain moment, comme nous avons partagé les coordonnées. Ça sera un ok. plaisir pour qu'on continue la lutte. Ok. Donc, oui, comme l'a mentionné Monsieur Kakule, vous avez son email, sentez-vous libre de rentrer en contact avec lui. Et même s'il envoie les documents par nous et on vous les renvoie, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le contacter de vous-même. Nous, on veut juste se rassurer qu'on a bien envoyé les documents. C'est pourquoi on veut que cela passe par nous. Mais quand on enverra les documents, il y aura son email, il y aura votre email, vous pouvez continuer la collaboration après. Même, ah, je- oui, après, quoi, après avoir reçu l'email, sentez-vous libre de garder le contact avec lui. Euh, donc, je ne vois pas de questions parmi les membres de l'audience et il n'y a plus de questions dans le chat box. Je vois juste que il y a beaucoup d'appréciation de la part des membres de l'audience. Euh, euh, Elina, Elina Mac, je ne connais pas le vrai nom, qui dit ce genre de plateforme devrait avoir plus de 100 participants par session. C'est très instructif. Je suis vraiment d'accord avec vous, Martha. Elle vient de mettre son nom, c'est Martha. Je suis vraiment d'accord avec vous. Donc, c'est ça, on a besoin de votre aide pour agrandir la plateforme. C'est pourquoi on a le groupe WhatsApp. Et quand on partage le lien, sentez-vous libre de partager le lien avec vos collègues, vos parents, des connaissances. Euh, on a besoin de vous vraiment pour que la plateforme s'agrandisse. Et Monsieur Agans Bourumé qui dit que il va vous contacter, Monsieur Kapoulé. Donc, oui, allez-y. Oui, et c'est vraiment nous remercier aussi les amis qui se sont aussi ligués derrière la protection de notre écosystème et aussi surtout de notre biodiversité. Et c'est de là que nous devons voir de quelle façon nous pouvons saisir cette nouvelle opportunité. Parce que du moment où on peut se dire que moi j'ai fait un autre domaine, mais les abeilles vont travailler indépendamment que vous, l'entrepreneur. Et ça veut dire, si vous entreprenez dans ce secteur, vous n'aurez pas vraiment assez d'exigences. Que vous soyez dans notre domaine, comme je l'ai bien dit au départ, c'est un domaine transversal qui doit au moins intervenir dans tous les secteurs de la vie. Et là, nous devons voir comment nous pouvons nous y lancer et valoriser nos reboisements, nos forestations, donc nos reboisements ici et nos forêts qui sont au niveau du pays. Et j'ai retrouvé qu'il y a plusieurs façons qu'on peut facilement protéger ces pollinisateurs par beaucoup d'autres techniques, voire même encourager l'apiculture domestique. Parce que l'apiculture domestique, ça consiste à ce que vous puissiez d'abord construire une maisonnette dans laquelle vous aurez à superposer les riches à l'intérieur pour aussi diminuer la nuisance de ces abeilles. Et cela, c'est au vu des enfants qui ont plus de la curiosité et des bêtes à divagation, voire même aussi des autres intempéries. Vous aurez à retrouver que c'est facile, même dans une petite partie, vous pouvez avoir une maisonnette et vous l'avez bien cadenassée et vous avez aussi bien clôturé qu'il n'y a pas de va-et-vient d'enfants et l'apiculture pourra être possible sans que vous n'ayez pas à nuire à personne. Et vous auriez déjà non seulement contribué à la vie de votre famille par la disposition des miels et les sous-produits de la riche pour votre économie, mais aussi vous aurez déjà au moins contribué à la vie de notre planète. Parce que la planète, avec les changements climatiques, les abeilles font partie de l'apiculture, en fait, ça fait partie des approches de la mitigation. Ça atténue l'évolution, la montée progressive du réchauffement climatique et qui est au moins une conséquence de ces changements climatiques. Donc, ça veut dire, lorsque vous pouvez facilement protéger une colonie, vous avez protégé non seulement ces insectes, mais vous avez sauvé les vies humaines et aussi la vie de notre planète, parce que nos vies en dépendent.
quelles sont les différentes espèces mellifères à planter pour attirer les abeilles? Oui, si j'ai semblé répondre à cette question, mais d'une manière superficielle, je l'ai bien dit que c'est d'abord généralement des fruitiers. Et que presque si vous voyez les fruitiers, les avocatiers, goyaviers, bien d'autres vraiment, de tout ce qui est fruitier, vraiment, vous retrouverez que ce sont des plantes mellifères. Mais ce qui donne plus, ce sont des tournesols. Les tournesols, ça donne plus du miel. Si vous pouvez vraiment avoir l'espace où vous pouvez les planter, ça va donner plus vraiment, ça va booster votre rendement. Donc, ça veut dire les plantes mellifères, c'est diffère. Nous avons appris qu'il y a une nouvelle plante mellifère au niveau de l'Éthiopie. Je n'ai pas retrouvé l'ami de l'Éthiopie, mais le contact évolue bien, que ça fait partie d'espèces qui donnent plus de fleurs. Et là, ça facilite qu'à ce que les abeilles ne puissent plus chaque fois parcourir assez de kilomètres à la recherche du nectar, mais ça va directement retrouver ça dans votre concession. Et là, vous aurez déjà contribué à la vie de ces abeilles parce qu'ils ne vont pas parcourir assez de distance pour rechercher le nectar et vous avez déjà été une solution. Et comme pour les fruitiers, ça va nous aider au moins aussi à disposer de fruits et qui vont encore être une activité secondaire de l'apiculture. Parce que quand vous irez visiter les colonies d'abeilles, vous aurez à vous retrouver à plusieurs produits, à plusieurs fruits disponibles, et que ce soit des fruits, des goyaviers ici et là, partout au haut des marchés. Ça signifie que si nous nous lançons dans la promotion des plantes mellifères et qui sont généralement des maraîchères, et plus les fruitiers, vous aurez à retrouver que nous aurons à booster aussi les rendements. Mais il y a des pays qui sont naturels comme la RDC, je l'ai bien cité. Ce n'est pas parce que nous voulons au moins nous attirer la couverture, mais c'est pour aussi montrer cette image de la biodiversité avec plus de diversité, donc la multiplicité d'espèces de cultures. Et là, nous l'avons bien nous souligné que si vous êtes vraiment à côté des champs de maïs, des grandes concessions de maïs, vous êtes à côté des grandes concessions de café, vous êtes à concession des grandes concessions de quinquina, vous êtes à concession de grandes concessions de cacao et d'autres, vous rassurez-vous que vraiment votre production, elle sera tellement énorme, elle ne pourra pas être comparée parce que ces espèces sont tellement rares et ils nous aident plus dans l'apithérapie. Et l'apithérapie n'est rien autre que l'usage du miel dans les sous-produits de la riche dans le traitement de l'homme. Et c'est la plupart des gens où on est en train d'y tenter ici et là. Et c'est un des secteurs où on peut entreprendre même sans avoir des riches. Parce que si vous avez connu comment vous pouvez sélectionner les miels, les œufs, des jaunes d'œufs de la poule, de glycérine, des carottes, et vous aurez au moins à retrouver une solution durable pour vraiment maintenir une beauté pas comme possible, hein, pour au moins les jeunes dames, pourquoi pas aussi toute autre personne qui peut au moins vouloir dire que non, moi aussi j'aurais besoin d'utiliser le miel à la place de glycérine. Ça va bien donner. Au lieu de dire que mon glycérine a pris fait, utilisez seulement votre miel à côté, vous vous empaumez, ça va donner un beau résultat. Donc, il y a beaucoup de pratiques qu'on peut facilement en faire découvrir à la population, en fait, qu'à ce qu'on puisse tirer plus de profit et voir comment aussi s'intégrer dans ce secteur et contribuer à la protection de ces pollinisateurs.